Ce soir, nous allons parler d'une infime tache de lumière dans le ciel d'automne que la plupart des gens n'ont jamais remarquée une seule fois. Vous pouvez la voir à l'œil nu si vous savez où regarder. À peine visible, elle est facilement confondue avec un fragment de nuage. Ce que vous regardez en réalité, c'est un billion d'étoiles. Une galaxie appelée Andromède, située à 2,5 millions d'années-lumière de vos yeux et qui se déplace vers nous en ce moment même à une vitesse de 394 000 km/h. D'ici la fin de cette nuit, vous allez comprendre toute la mesure de ce que cela signifie. Comment notre Voie lactée se mesure face à Andromède et pourquoi, bien qu'on puisse la voir par n'importe quelle nuit claire, elle représente une distance que notre univers ne nous permettra tout simplement jamais de franchir. Avant de commencer, si vous aimez explorer les profondeurs de l'espace autant que nous, prenez une seconde pour liker la vidéo ou vous abonner. C'est une action simple, mais elle aide cette chaîne à toucher plus d'esprits curieux comme le vôtre. Maintenant, commençons. Partie 2. Notre adresse cosmique. Pour comprendre ce qu'Andromède représente, nous devons établir où nous nous trouvons. Commençons par la Terre, un monde rocheux de 12 800 km de diamètre, pas particulièrement grand pour une planète. Jupiter, la géante de notre système solaire, pourrait engloutir plus de 1000 terres. Mais la Terre est spéciale pour une autre raison. Elle se situe à 150 millions de kilomètres du Soleil, assez près pour que l'eau reste liquide, assez loin pour qu'elle ne s'évapore pas. Cette zone étroite de l'espace autour de n'importe quelle étoile est appelée la zone habitable. Trop près, et vous obtenez Vénus, une serre infernale où le plomb fond à la surface. Trop loin, et vous obtenez Mars, un désert gelé où l'eau n'existe que sous forme de glace. La Terre se trouve au milieu, dans la zone boucle d'or, là où les conditions sont idéales. Le Soleil lui-même domine tout ce qui l'entoure. Avec 1 392 000 km de large, il est si grand que 1 million de terres pourrait entrer dans son volume. Il contient 99,86% de toute la masse de notre système solaire. Quand vous additionnez les 8 planètes, toutes leurs lunes, chaque astéroïde de la ceinture d'astéroïdes, chaque comète, chaque grain de poussière, tout cela ensemble représente moins de 0,14%. Le Soleil est tout. La lumière met 8 minutes et 20 secondes pour voyager du Soleil à la Terre. Cela signifie que lorsque vous regardez le Soleil, vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Si le Soleil disparaissait à l'instant, nous ne le saurions pas avant 8 minutes et 20 secondes. La Terre continuerait d'orbiter autour d'un espace vide, encore baigné par la dernière lumière partie avant que le Soleil ne s'éteigne. Le système solaire est vaste à l'échelle humaine. Neptune, la planète la plus externe, orbite à environ 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. La lumière du Soleil met plus de 4 heures pour atteindre Neptune. Mais même Neptune n'est pas la véritable frontière. Au-delà des planètes se trouve la ceinture de Kuiper, une région de corps glacés où Pluton orbite parmi des milliers de mondes gelés similaires. Ce sont des vestiges de la formation du système solaire, des morceaux de glace et de roche qui ne se sont jamais amalgamés en planètes. Et au-delà de la ceinture de Kuiper, beaucoup plus loin, se trouve le nuage d'Oort. Il s'agit d'une vaste coquille sphérique de comètes entourant notre système solaire tout entier comme une bulle. Il commence à environ 300 milliards de kilomètres du Soleil et s'étend vers l'extérieur jusqu'à près de 2 années-lumière. Cela représente 19 billions de kilomètres. Le nuage d'Oort constitue la limite absolue de l'influence gravitationnelle du Soleil. Au-delà, vous êtes dans l'espace interstellaire, le vide entre les étoiles. Et ce vide est gigantesque. L'étoile la plus proche de notre Soleil est Proxima Centauri, une petite naine rouge beaucoup plus sombre et plus froide que notre Soleil. Elle se trouve à 4,24 années-lumière, soit 40 billions de kilomètres. Si vous pouviez vous y rendre en voiture à la vitesse d'une autoroute, le voyage prendrait environ 43 millions d'années.
Même la lumière, voyageant à la vitesse la plus rapide possible dans l'univers, met plus de 4 ans à traverser ce fossé. Et Proxima Centauri est proche, exceptionnellement proche en réalité. C'est notre voisine la plus directe. La plupart des étoiles sont beaucoup plus éloignées. Sirius, l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne, se trouve à 8,6 années-lumière. Vega, une brillante étoile bleu-blanc, est distante de 25 années-lumière. Bételgeuse, la supergéante rouge qui marque l'épaule d'Orion, se situe à environ 550 années-lumière. L'espace entre les étoiles est d'un vide presque inimaginable. Dézoomez maintenant. Imaginez que vous puissiez voir toutes ces étoiles en même temps. Notre Soleil, Proxima Centauri, Sirius, Vega, Bételgeuse, chaque étoile visible dans le ciel nocturne de la Terre. Chaque étoile jamais répertoriée par les astronomes. Toutes, par centaines de milliards, appartiennent à une seule structure, notre galaxie, la Voie lactée. Si vous pouviez observer la Voie lactée depuis l'extérieur, d'une position située loin au-dessus de son disque, vous verriez une magnifique spirale, un bulbe central brillant entouré de bras spiraux majestueux, le tout tournant lentement autour du centre. La structure entière s'étend sur environ 100 000 années-lumière d'un bord à l'autre, soit 960 quadrillions de kilomètres. Elle contient entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles. L'incertitude vient du fait que nous sommes à l'intérieur, essayant de compter les étoiles tout en étant intégrés dans la structure elle-même. C'est comme essayer de compter tous les arbres d'une forêt en se tenant au milieu de celle-ci. Certaines étoiles sont cachées derrière des nuages de poussière, d'autres sont trop sombres pour être détectées, et certaines se trouvent dans des régions que nous ne pouvons tout simplement pas observer depuis notre position. Mais le nombre se situe à coup sûr dans les centaines de milliards. Chacune est un soleil doté potentiellement de ses propres planètes. Parmi ces centaines de milliards d'étoiles, notre soleil est assez ordinaire. Une naine jaune d'âge moyen, ni particulièrement grande, ni particulièrement petite. Nous nous situons à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Pas dans le noyau où les étoiles sont densément entassées, pas sur le bord extérieur où les étoiles se raréfient, mais quelque part entre les deux, dans une région relativement calme entre les bras spiraux. Cette région est appelée l'éperon d'Orion, et elle constitue un quartier sûr et stable pour notre système solaire depuis 4,6 milliards d'années. Le Soleil orbite autour du centre galactique à une vitesse d'environ 800 000 km/h. Cela semble incroyablement rapide, et ça l'est à l'échelle humaine, mais aux échelles galactiques, c'est assez lent. Il faut environ 225 millions d'années au Soleil pour effectuer une orbite complète. Pensez-y, depuis que la Terre s'est formée, il y a 4,6 billions d'années, nous n'avons effectué qu'environ 20 orbites autour de la galaxie. Les dinosaures sont apparus il y a moins d'une orbite galactique. Toute l'histoire humaine, des premiers hominidés à aujourd'hui, s'est déroulée en moins d'un dixième de 1% d'une année galactique. Au centre de la Voie lactée, enfoui sous des couches d'étoiles, de gaz et de poussière, se trouve un trou noir supermassif. Nous l'appelons Sagittarius A étoile. Il pèse environ 4 millions de fois la masse de notre Soleil. Toute cette masse est comprimée dans une région dont le rayon est inférieur à l'orbite de Mercure autour du Soleil. Le trou noir n'émet pas de lumière par définition. Rien ne s'échappe de l'intérieur d'un trou noir, pas même la lumière. Mais nous savons qu'il est là, parce que nous pouvons observer des étoiles près du centre galactique, tourner autour de lui à des vitesses folles. Certaines de ces étoiles effectuent une orbite en seulement 16 ans, accélérant jusqu'à près de 2% de la vitesse de la lumière lors de leur passage le plus proche. En suivant ces orbites stellaires, les astronomes ont prouvé qu'il y a quelque chose de massif et d'invisible au centre exact de notre galaxie. La seule explication est un trou noir supermassif. Cette découverte a la dans 2020. La Voie lactée est notre foyer. Tout ce que l'humanité a jamais connu existe au sein de cette galaxie. Chaque personne qui a vécu, civilisation qui a émergé et s'est effondrée, chaque moment de l'histoire, tout s'est passé ici.
Partie 3. La grande découverte d'Edwin Hubble. Pendant la majeure partie de l'existence humaine, nous ignorions tout cela. Nous voyions une bande de lumière traverser le ciel nocturne et savions qu'elle représentait quelque chose d'important. Mais nous n'avions aucune idée de quoi. Les anciens Grecs l'appelaient Galaxias Kyklos, le cercle de lait. Certaines cultures pensaient qu'il s'agissait d'un fleuve de lait renversé par les dieux, d'autres d'un chemin emprunté par les âmes. Même à la fin des années 1900, la plupart des astronomes pensaient que la Voie lactée constituait l'univers entier. Tout ce qui existait était contenu en son sein. Puis, en 1923, tout a changé. Un astronome nommé Edwin Hubble travaillait à l'observatoire du mont Wilson, en Californie. Il avait accès au télescope Hooker de 2,5 mètres, le plus grand et le plus puissant télescope du monde à l'époque. Nuit après nuit, Hubble pointait cet instrument vers une tache floue de lumière appelée Andromède. Il n'était pas la première personne à la remarquer. L'astronome persan Abd al-Rahman al-Soufi l'avait observée en 964, la décrivant dans son livre des étoiles fixes comme un petit nuage. Des astronomes européens l'avaient cataloguée des siècles plus tard. Simon Marius, un astronome allemand, l'observa à travers un premier télescope en 1612 et la décrivit comme ressemblant à la flamme d'une bougie vue à travers de la corne transparente. Charles Messier, un chasseur de comètes français du XVIIIe siècle, l'inscrivit sous le numéro 31 dans son catalogue des objets qui ne sont pas des comètes. Il était frustré par ces objets flous qui ressemblaient à des comètes, mais ne bougeaient pas comme elles. Alors il les répertoria pour que les autres astronomes puissent les ignorer. L'objet d'Andromède devint Messier 31. Mais malgré toutes ces observations, personne ne savait ce que c'était réellement. Le débat qui consumait l'astronomie au début du XXe siècle était simple. Ces nébuleuses spirales, comme on les appelait, étaient-elles des nuages de gaz à l'intérieur de notre galaxie, ou s'agissait-il d'autre chose entièrement ? Certains astronomes affirmaient qu'elles devaient être relativement proches, parties intégrantes de la Voie lactée, peut-être des régions où de nouveaux systèmes solaires se formaient. D'autres, dont le philosophe Emmanuel Kant, près de 2 siècles plus tôt, supposaient qu'il pouvait s'agir d'univers-îles, des galaxies distinctes bien au-delà de la nôtre. Mais la spéculation ne suffisait pas. L'astronomie avait besoin de mesures, et c'est Hubble qui les a fournies. Il prit de longues expositions photographiques d'Andromède, laissant la lumière s'accumuler sur les plaques photographiques pendant des heures. Lorsqu'il examina ces plaques, il put distinguer des étoiles individuelles au sein de la nébuleuse. Et parmi ces étoiles, il découvrit un élément crucial, des étoiles variables. Des étoiles dont la luminosité changeait au fil du temps, pulsant avec une période régulière. Il les identifia comme des variables céphéides, un type d'étoile qui avait été longuement étudié par Henrietta Swan Leavitt quelques années plus tôt. Leavitt avait découvert une relation remarquable chez les céphéides. Il existe un lien direct entre la vitesse à laquelle une céphéide pulse et sa luminosité réelle. Une céphéide qui pulse lentement est intrinsèquement bien plus brillante qu'une céphéide qui pulse rapidement. Cette relation est incroyablement utile pour mesurer les distances. Si vous mesurez la vitesse à laquelle une céphéide pulse, vous connaissez sa luminosité réelle. Si vous connaissez sa luminosité réelle et que vous mesurez sa luminosité apparente depuis la Terre, vous pouvez calculer sa distance. C'est le même principe qui vous permet de juger de la distance d'une voiture la nuit par l'éclat de ses phares. Une voiture à 30 mètres a des phares brillants. Une voiture à 1,6 km a des phares faibles. Si vous connaissez l'intensité réelle des phares, vous pouvez calculer la distance en mesurant leur éclat apparent. Hubble trouva des variables céphéides dans Andromède. Il mesura soigneusement leur période de pulsation sur plusieurs nuits. Il utilisa la relation de Leavitt pour calculer leur luminosité réelle, puis la compara à leur luminosité apparente vue de la Terre. Le calcul était direct, mais la réponse fut un choc. 900 000 années-lumière. Ce chiffre fut affiné plus tard, à mesure que de meilleurs étalonnages de la relation des céphéides devinrent disponibles. Les mesures modernes placent Andromède à environ 2,5 millions d'années-lumière. L'estimation initiale de Hubble était erronée d'un facteur d'environ 3,
mais la conclusion restait révolutionnaire. Andromède n'était pas un nuage de gaz au sein de la Voie lactée. Elle ne faisait pas du tout partie de notre galaxie. C'était une galaxie entièrement distincte, un ensemble de milliards d'étoiles situées bien au-delà de la nôtre, trônant dans la vaste obscurité de ce que nous appelons aujourd'hui l'espace intergalactique. Hubble annonça ses conclusions en 1924 lors d'une réunion de l'American Astronomical Society. La réponse fut immédiate et profonde. Si Andromède était une galaxie distincte, qu'en était-il de toutes les autres nébuleuses spirales parsemées dans le ciel ? Étaient-elles toutes des galaxies distinctes, elles aussi ? La réponse était oui. L'univers devint, du jour au lendemain, presque inconcevablement plus grand. La Voie lactée n'était plus l'univers. Elle n'était qu'une galaxie parmi d'autres, peut-être parmi d'innombrables galaxies dispersées dans un espace infini. Cette découverte est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire de l'astronomie. Elle a élargi l'horizon cosmique de l'humanité, passant d'une seule galaxie à un univers de galaxies. Et Andromède, cette infime tache à peine visible à l'œil nu, est devenue la première galaxie prouvée comme existant au-delà de la nôtre. Le tout premier pas vers un cosmos bien plus vaste. Partie 4. Le titan de notre groupe local. Qu'est-ce que l'Asie de notre cosmos ? Qu'est-ce qu'Andromède ? C'est une galaxie spirale comme la Voie lactée, mais elle est plus grande, nettement plus grande. Là où la Voie lactée s'étend sur 100 000 années-lumière d'un bord à l'autre, Andromède atteint environ 220 000 années-lumière de diamètre, soit plus du double en largeur. La Voie lactée contient entre 100 et 400 milliards d'étoiles. Andromède en contient environ 1 billion, soit au moins 2 fois plus que notre galaxie, peut-être 3 fois plus. C'est 1 billion de soleils, chacun potentiellement accompagné de son propre système de planètes. Si vous commenciez à les compter à la vitesse d'1 par seconde, il vous faudrait plus de 31 000 ans pour toutes les dénombrer. La Voie lactée possède une masse totale, matière noire comprise, d'environ 1,5 billion de fois la masse de notre Soleil. Andromède affiche quant à elle environ 2,5 trillions de masse solaire, soit environ 65% de plus que notre galaxie. Cela fait d'Andromède la galaxie dominante de notre groupe local. Le groupe local est le nom que les astronomes donnent à notre petit amas de galaxies. Il comprend la Voie lactée, Andromède, la galaxie du Triangle, une spirale plus petite d'environ 60 000 années-lumière de large, et environ 80 petites galaxies naines qui orbitent autour des plus grandes comme des lunes autour des planètes. Toutes ces galaxies sont liées entre elles par la gravité. Elles orbitent autour de leur centre de masse commun, restant soudées malgré l'expansion de l'univers qui éloigne tout le reste. Et Andromède se trouve au sommet de cette hiérarchie, la galaxie la plus massive du groupe, l'ancre gravitationnelle autour de laquelle tout le reste gravite. Comme la Voie lactée, Andromède est une galaxie spirale. Elle possède un bulbe central brillant, densément peuplé d'étoiles jaunes et rouges plus anciennes qui brûlent depuis des milliards d'années. De ce bulbe s'étirent des bras spiraux, des motifs complexes tracés par des régions de formation d'étoiles actives. Ces bras apparaissent bleus sur les photographies car ils sont remplis d'étoiles jeunes, chaudes et massives. Des étoiles qui brûlent si intensément qu'elles ne vivent que quelques millions d'années avant d'exploser. Entre les bras, on trouve des étoiles plus anciennes et plus rouges qui brûlent régulièrement depuis des milliards d'années. La structure en spirale existe en raison de la rotation de la galaxie. À mesure que la galaxie tourne, des ondes de densité se déplacent à travers le disque comme des rides sur un étang. Les étoiles et le gaz s'accumulent temporairement dans ces ondes de densité, puis les traversent et se dispersent. C'est comme un embouteillage sur une autoroute. Le bouchon reste au même endroit, bien que les voitures individuelles avancent et en sortent. Les bras spiraux fonctionnent exactement de la même manière. Au centre d'Andromède, tout comme au centre de la Voie lactée, se trouve un trou noir supermassif. Mais le trou noir d'Andromède est beaucoup plus grand que le nôtre. Là où Sagittarius A étoile pèse environ 4 millions de masses solaires, le trou noir central d'Andromède
fait pencher la balance à environ 100 millions de fois la masse de notre Soleil, soit 25 fois plus massif. Ce trou noir gigantesque domine le cœur de la galaxie. Les étoiles situées à quelques années-lumière de lui orbitent à des milliers de kilomètres par seconde. Des nuages de gaz tombent occasionnellement vers l'intérieur, spiralant vers le trou noir. En tombant, la friction les chauffe à des millions de degrés. Ils émettent des rayons X et de la lumière ultraviolette avant de franchir finalement l'horizon des événements et de disparaître à jamais. La gravité du trou noir régule également la formation des étoiles dans toute la galaxie. Lorsque trop de gaz s'accumule près du centre, il tombe vers le trou noir, surchauffe et rayonne d'immenses quantités d'énergie. Ce rayonnement repousse le gaz environnant, l'empêchant de s'effondrer pour former des étoiles. C'est un mécanisme de rétroaction qui empêche la galaxie d'épuiser tout son gaz trop rapidement. Le cœur d'Andromède présente une autre particularité inhabituelle, un double noyau. Lorsque les astronomes observent le centre avec des télescopes puissants, ils voient deux concentrations brillantes d'étoiles au lieu d'une seule. Pendant des années, ce fut une énigme. Pourquoi le centre galactique serait-il divisé en deux régions distinctes ? Finalement, des observations détaillées ont révélé la réponse. Le trou noir supermassif d'Andromède ne se trouve pas au centre géométrique de la galaxie. Il est décalé d'environ 5 années-lumière. La concentration d'étoiles la plus brillante entoure le trou noir, orbitant étroitement autour de lui. La seconde concentration se trouve au centre géométrique réel de la galaxie, qui ne contient plus le trou noir. Ce déplacement s'est presque certainement produit parce qu'Andromède a fusionné avec une autre galaxie dans son passé. Probablement il y a 1 ou 2 milliards d'années, une autre galaxie est tombée dans Andromède. La collision a bouleversé les orbites des étoiles, déplacé le trou noir central et laissé derrière elle cette structure à double noyau. Les simulations informatiques de fusion de galaxies reproduisent parfaitement ces caractéristiques. Lorsque deux galaxies entrent en collision, leurs trous noirs centraux ne fusionnent pas immédiatement. Ils orbitent l'un autour de l'autre pendant des centaines de millions d'années, se rapprochant lentement en spirale. Pendant ce temps, un trou noir peut être éjecté du centre galactique. Finalement, les trous noirs fusionnent, mais la structure déplacée peut rester visible pendant des milliards d'années par la suite. Le double noyau que nous voyons aujourd'hui dans Andromède est le stigmate de ce passé violent. C'est une cicatrice d'une ancienne collision, et c'est un aperçu de ce qui attend la Voie lactée. Parce qu'Andromède va à nouveau entrer en collision, et cette fois, ce sera avec nous. Partie 5. Le grand vide intergalactique. Une distance de 2,5 millions d'années-lumière sépare la Voie lactée d'Andromède, soit 24 quintillions de kilomètres. Qu'est-ce qui remplit ce gouffre ? Presque rien. L'espace intergalactique contient environ 1 atome d'hydrogène par mètre cube. À titre de comparaison, l'atmosphère terrestre au niveau de la mer contient environ 25 septillions d'atomes par mètre cube. L'espace intergalactique est 25 ordres de grandeur moins dense. C'est un meilleur vide que tout ce que nous pouvons créer en laboratoire sur Terre. Les atomes qui existent sont principalement de l'hydrogène et de l'hélium, des éléments primordiaux laissés par le Big Bang. Ils dérivent dans le vide depuis 13,8 milliards d'années, dispersés si finement qu'un atome individuel pourrait voyager pendant des millions d'années sans jamais en rencontrer un autre. Il y a aussi la matière noire. Nous ne pouvons pas la voir car elle n'interagit pas avec la lumière, mais nous savons qu'elle est là grâce à ses effets gravitationnels. Lorsque les astronomes mesurent la vitesse de rotation des galaxies, ils constatent qu'elles tournent trop vite par rapport à la seule matière visible. La seule explication est une masse invisible qui fournit une gravité supplémentaire. La matière noire représente environ 85% de toute la matière de l'univers. Tout ce que nous pouvons voir, étoiles, planètes, gaz, poussière, êtres humains, est minoritaire. La Voie lactée possède un halo de matière noire qui s'étend bien au-delà de son bord visible. Andromède possède un halo encore plus grand, et quelque part au milieu, ces halos se chevauchent. Il existe un pont invisible de matière noire reliant nos galaxies, les attirant l'une vers l'autre. Parfois,
On trouve aussi des étoiles solitaires dans l'espace intergalactique. Des étoiles éjectées de leur galaxie par des interactions gravitationnelles. Une étoile passant trop près d'un trou noir supermassif peut être catapultée vers l'extérieur à des vitesses dépassant 960 km par seconde. Ces étoiles orphelines dérivent dans le vide, véritablement seules. Si une planète orbitait autour d'une de ces étoiles, et si la vie y existait, elle verrait des galaxies lointaines dans toutes les directions, incroyablement reculées. Leur étoile voisine la plus proche pourrait se trouver à des millions d'années-lumière. Elle serait plus isolée que n'importe quelle civilisation au sein d'une galaxie ne pourrait jamais l'être. L'espace intergalactique est donc un vide presque parfait. Quelques atomes d'hydrogène par mètre cube, de la matière noire en halo diffus, une étoile orpheline de temps en temps, et des distances gigantesques, presque inimaginables. Un fossé de 2,5 millions d'années-lumière, d'un vide absolu, sépare la Voie lactée d'Andromède. Mais ce fossé est en train de se combler. Andromède ne reste pas immobile. Elle fonce vers nous à environ 110 km par seconde, soit 394 000 km par heure. Nous le savons grâce à l'effet Doppler. Lorsqu'un objet émettant de la lumière se déplace vers vous, ses ondes lumineuses se compriment, se déplaçant vers l'extrémité bleue du spectre. Lorsqu'il s'éloigne, les ondes s'étirent, se déplaçant vers le rouge. Presque toutes les galaxies de l'univers présentent un décalage vers le rouge, car l'univers est en expansion, emportant les galaxies au loin. Mais Andromède présente un décalage vers le bleu. Elle se déplace vers nous. L'expansion de l'univers essaie de repousser Andromède, mais à cette distance, la gravité est plus forte. L'attraction gravitationnelle mutuelle entre la Voie lactée et Andromède l'emporte sur l'expansion cosmique. La gravité gagne. Les deux galaxies tombent l'une vers l'autre, et ce depuis des milliards d'années. À une vitesse de 110 km par seconde, à travers 2,5 millions d'années-lumière, vous pouvez calculer le moment de leur rencontre. Environ 4 milliards d'années à partir d'aujourd'hui. 4 milliards d'années peuvent sembler une éternité. C'est plus long que l'existence de la Terre, plus long que l'histoire de la vie. Mais à l'échelle cosmique, c'est pour demain. Partie 6. La collision des ombres. La collision ne se produira pas d'un coup. Elle se déroulera par étapes sur des milliards d'années. Et pour comprendre ce qui va se passer, il faut comprendre ce qu'est réellement une galaxie. Quand les gens entendent que deux galaxies vont entrer en collision, ils imaginent des étoiles se fracassant les unes contre les autres, comme des billes de billard. Des explosions, de la destruction, du chaos. Mais ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Les galaxies sont principalement composées d'espaces vides. La Voie lactée contient des centaines de milliards d'étoiles, mais ces étoiles sont séparées par des années-lumière de néant. Le Soleil fait 1 392 000 km de large. La distance jusqu'à Proxima Centauri est de 40 billions de kilomètres. Le Soleil occupe moins d'1 milliardième de la distance qui le sépare de l'étoile la plus proche. Tout le reste est du vide. Lorsque deux galaxies se traversent, les étoiles sont si petites et si éloignées les unes des autres que la probabilité que deux étoiles entrent réellement en collision est pratiquement nulle. C'est comme tirer deux coups de fusil de chasse l'un vers l'autre à 1 km de distance. Quelques plombs pourraient se croiser, mais la plupart passeront à travers le vide. Ainsi, quand nous disons que des galaxies entrent en collision, nous ne voulons pas dire que les étoiles se percutent. Nous voulons dire que les galaxies se traversent, que leur gravité perturbe mutuellement leurs orbites, que leurs nuages de gaz s'entrechoquent en déclenchant de fantastiques vagues de formation d'étoiles, et que leurs structures fusionnent sur des milliards d'années pour créer quelque chose de entièrement nouveau. C'est une lente danse gravitationnelle, un remodelage structurel sur des échelles de temps qui dépassent l'entendement humain. Parcourons ce processus, étape par étape, au fil des milliards d'années. Faisons un bond en avant de 4 milliards d'années. Le Soleil a considérablement évolué. Il est plus chaud maintenant, plus brillant, brûlant son hydrogène plus vite que par le passé.
Cette augmentation de l'énergie solaire chauffe la Terre depuis des centaines de millions d'années. Les océans ont commencé à s'évaporer. La vapeur d'eau dans l'atmosphère crée un effet de serre emballée, piégeant plus de chaleur, provoquant plus d'évaporation. La température de surface de la Terre a dépassé le point où l'eau liquide peut exister. La planète qui a donné naissance à la vie, qui a abrité des milliards d'années d'évolution, qui a vu l'essor de l'humanité et de tout ce qui a pu lui succéder, est en train de mourir. Si une forme de vie existe encore, elle se trouve profondément sous terre, accrochée aux cheminées géothermiques, où elle a migré ailleurs, peut-être vers le système solaire externe, sur les lunes de Jupiter ou de Saturne. Partout où l'énergie accrue du Soleil crée désormais des conditions habitables. Mais oubliez le destin de la Terre un instant. Regardez le ciel nocturne. Andromède domine désormais votre vue. Ce qui n'était autrefois qu'une tache floue, à peine visible à l'œil nu, est maintenant une immense structure spirale s'étendant sur 30 degrés dans le ciel, soit 60 fois la largeur apparente de la pleine lune. Vous pouvez voir son bulbe central clairement sans aucune aide optique. Un éclat jaune-blanc brillant, vibrant de la lumière de centaines de milliards d'étoiles anciennes. Vous pouvez voir les bras spiraux tourbillonner à partir du cœur. De grands arcs majestueux parsemés de régions bleu-blanc où de jeunes étoiles chaudes se forment. Des couloirs sombres de poussière s'alignent à travers les bras, se découpant en silhouettes sur le fond lumineux. La galaxie entière possède une faible luminescence due aux milliards d'étoiles plus anciennes et plus rouges qui constituent la majeure partie de sa masse. C'est un spectacle grandiose, unique, et qui s'agrandit chaque année. Pas assez vite pour qu'on le remarque d'une nuit à l'autre, mais si vous compariez des photographies prises à une décennie d'intervalle, la différence serait flagrante. Andromède grandit, approche, se fait menaçante. À ce stade, Andromède se trouve encore à environ 600 000 années-lumière. C'est 6 fois le diamètre de la Voie lactée. C'est encore une distance immense, toujours l'espace intergalactique. Mais nous sommes loin des 2,5 millions d'années-lumière du départ. Les galaxies tombent l'une vers l'autre depuis 4 milliards d'années et ont franchi la majeure partie de la distance. Bien qu'elles soient encore séparées par des centaines de milliers d'années-lumière, elles commencent déjà à s'influencer mutuellement par leur gravité. Cette attraction gravitationnelle mutuelle commence à produire des effets visibles et mesurables. Les deux galaxies développent des queues de marée. Laissez-moi vous expliquer ce que cela signifie et pourquoi cela se produit. La gravité diminue avec la distance. Plus vous êtes loin d'un objet massif, plus son attraction gravitationnelle est faible. C'est pourquoi la Terre orbite autour du Soleil, mais n'est pas aspirée par lui. Nous sommes assez loin pour que la gravité du Soleil nous maintienne simplement en orbite, sans nous traîner vers l'intérieur. Mais cela signifie que différentes parties d'un même objet subissent des forces gravitationnelles d'intensité différentes si elles se trouvent à des distances différentes de la source. Considérons la Voie lactée. Une étoile située sur le bord de la Voie lactée le plus proche d'Andromède est à environ 550 000 années-lumière du centre d'Andromède. Une étoile au centre de la Voie lactée est à environ 600 000 années-lumière d'Andromède. Une étoile sur le bord opposé de la Voie lactée, le côté le plus éloigné d'Andromède, se trouve à environ 650 000 années-lumière. Ces différences peuvent sembler minimes par rapport à la distance totale, mais elles comptent. Les étoiles les plus proches d'Andromède ressentent une attraction gravitationnelle plus forte que les étoiles du centre de la Voie lactée. Et les étoiles du centre ressentent plus d'attraction que les étoiles du côté opposé. Cette différence de force gravitationnelle à travers la galaxie est ce qui crée les forces de marée. Le résultat est un étirement. Les étoiles les plus proches d'Andromède sont tirées plus fort que la moyenne galactique et commencent à prendre de l'avance. Elles forment un renflement qui s'étend vers Andromède. Les étoiles du côté éloigné, ressentant moins d'attraction, commencent à prendre du retard. Elles forment une traîne qui s'étire à l'opposé d'Andromède. La galaxie est étirée comme de la pâte à modeler. Le même phénomène arrive à Andromède.
Elle est étirée par la gravité de la Voie lactée, un renflement vers nous, une traîne à l'opposé. À mesure que les galaxies continuent de s'approcher, ces queues de marée s'allongent et s'accentuent. Elles s'étendent d'abord sur des dizaines de milliers d'années-lumière, puis des centaines de milliers. Finalement, elles s'étirent sur des millions d'années-lumière, de longs et gracieux flux d'étoiles arrachés à leur galaxie parente. Mais voici quelque chose de contre-intuitif. Les queues de marée ne pointent pas directement vers ou à l'opposé de l'autre galaxie. Elles se courbent. Cela se produit parce que les galaxies ne font pas que s'attirer mutuellement. Elles tournent aussi sur elles-mêmes. Chaque galaxie pivote, effectuant une rotation tous les quelques centaines de millions d'années. Alors qu'elles se tirent dessus, leur rotation interne force les queues de marée à se courber comme de l'eau tourbillonnant dans un siphon. Les simulations informatiques de fusion de galaxies montrent ces queues de marée incurvées se former naturellement. Les simulations modernes peuvent suivre des milliards de particules, chacune représentant un groupe d'étoiles ou de la matière noire. La simulation calcule comment la gravité affecte la trajectoire de chaque particule. Lorsque vous lancez ces simulations pour des milliards d'années virtuelles comprimées en quelques heures de calcul, vous voyez les queues de marée émerger, grandir, se courber et finalement s'enrouler autour des galaxies en fusion selon des motifs complexes. Ces simulations ont été affinées au fil des décennies. Dans les années 1970 et 1980, les astronomes lançaient des simulations simples, avec seulement quelques milliers de particules et des lois physiques limitées. Aujourd'hui, avec les superordinateurs modernes, nous pouvons simuler des fusions avec des milliards de particules. Nous pouvons suivre non seulement les étoiles, mais aussi le gaz, la poussière et la matière noire. Nous pouvons modéliser la formation des étoiles, l'impact des supernovas, la croissance des trous noirs. Nous pouvons regarder les galaxies évoluer sur des milliards d'années. Et ce que ces simulations détaillées démontrent, c'est que les fusions de galaxies suivent des schémas prévisibles. Les queues de marée se forment toujours. La structure en spirale finit toujours par se dissoudre. Le gaz entre toujours en collision et déclenche des vagues de formation d'étoiles. Et le produit final est invariablement une galaxie elliptique. Les détails varient selon les masses, l'angle d'impact, les vitesses de rotation, mais la dynamique globale reste constante. Avançons encore de quelques centaines de millions d'années. Nous sommes maintenant à environ 4,3 milliards d'années d'aujourd'hui. Les queues de marée sont extrêmement prononcées. Les deux galaxies semblent déformées, étirées, arrachées à leur forme de spirale nette. De longs courants d'étoiles s'élancent de chaque galaxie, brillant faiblement contre l'obscurité de l'espace intergalactique. Du point de vue de la Terre, si elle existe encore, et que quelque chose est là pour observer, le ciel nocturne se transforme radicalement. La bande de la Voie lactée, qui a traversé les cieux humains pendant toute l'histoire, change de forme. Ce n'est plus une bande nette. Elle devient plus large, plus diffuse, avec des nœuds brillants là où se trouvait autrefois le cœur galactique et les bras spiraux. Andromède remplit désormais une immense portion du ciel, 40 degrés de large, soit 80 fois la largeur apparente de la pleine lune. Elle est si grande qu'on ne peut pas l'embrasser d'un seul regard. Il faut tourner la tête pour voir d'un bord à l'autre. Les bras spiraux sont clairement visibles en tant que structure distincte. Vous pouvez voir les régions HI brillantes, des nuages d'hydrogène ionisé illuminés par de jeunes étoiles, parsemant les bras comme des joyaux étincelants. Vous pouvez voir les couloirs de poussière sombre serpenter entre les bras. Vous pouvez voir le bulbe central, si lumineux désormais qu'il projette des ombres diffuses sur la surface de la Terre pendant la nuit. Et maintenant, enfin, les bords extérieurs des deux galaxies commencent à se chevaucher. C'est le premier contact. Le moment où les étoiles d'une galaxie pénètrent réellement dans l'espace occupé par l'autre galaxie. Ce n'est pas une frontière nette. Les galaxies n'ont pas de limite nette, comme une table ou un mur.
Elle s'estompe progressivement, devenant de moins en moins dense, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus vraiment dire où la galaxie se termine et où l'espace intergalactique commence. Mais il y a définitivement un point où l'on peut dire que les galaxies occupent désormais le même espace. Les étoiles les plus externes d'Andromède, les étoiles de son halo étendu et de sa queue de marée, se mélangent maintenant avec les étoiles les plus externes de la Voie lactée. Elles restent séparées par des années-lumière, toujours sans danger de se percuter, mais elles font désormais partie du même système gravitationnel, orbitant autour du centre de masse combiné des deux galaxies. Depuis la Terre, le ciel nocturne devient absolument spectaculaire. Au lieu d'une seule bande de la Voie lactée, vous voyez deux structures distinctes traverser le ciel. L'une est le cœur restant de la Voie lactée, encore reconnaissable mais déformé, n'étant plus une spirale parfaite, mais une distribution chaotique d'étoiles. L'autre est le cœur d'Andromède, désormais si proche que les étoiles brillantes individuelles en son sein sont visibles à l'œil nu. Entre les deux cœurs, c'est le chaos. Les étoiles des deux galaxies sont mélangées, créant une structure turbulente complexe qui défie toute description simple. Des régions bleues éclatantes parsèment le ciel. Ce sont les zones de sursaut de formation d'étoiles, provoquées par la rencontre des nuages de gaz. Elles ressemblent à des nuages incandescents, certains aussi grands que la pleine lune, visibles même en plein jour comme de pâles taches bleutées. Des filaments sombres de poussière s'entrecroisent à travers tout le panorama, se découpant sur la lueur ambiante. La lumière combinée des deux galaxies éclaire la nuit d'une lueur constante, effaçant l'obscurité totale à laquelle l'humanité était habituée. C'est le crépuscule de notre galaxie telle que nous la connaissons, et la naissance d'un nouveau colosse cosmique.